Bienvenue sur Pimprenelle. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de cette série, je vous invite à le faire car il est préférable de les suivre dans l'ordre afin de comprendre le fil conducteur théorique qui les relie. Summerhill est l'une des plus anciennes écoles démocratiques et autogérées au monde. Fondée en 1921 par Alexander Sutherland Neill, elle repose sur un principe radical. L'instruction n'y est pas obligatoire. Les élèves peuvent choisir librement d'assister ou non aux cours. Lors de réunions démocratiques organisées chaque semaine, les élèves, les professeurs et le personnel votent les lois qui régissent la vie de l'école et sa structure. Dans cet épisode, nous allons explorer principalement les notions d'autorité et de rapport de pouvoir. Mais avant de vous partager les témoignages des 4 anciens élèves que j'ai interviewés, je vais, comme dans le premier épisode, poser un cadre théorique et réflexif pour orienter notre analyse. Dans cet épisode, la notion d'autorité est donc centrale. Pour la définir, on peut dire que l'autorité désigne une relation asymétrique dans laquelle une personne, une institution ou une idée obtient obéissance ou reconnaissance sans recourir nécessairement à la contrainte. Elle repose sur une forme de légitimité, c'est-à-dire une reconnaissance pour ceux qui s'y soumettent, du bien fondé ou de la justice de cette autorité. Par exemple, les enfants sont généralement soumis à l'autorité des adultes, notamment en raison de leur âge, perçu comme garant d'expérience. Parfois, cette autorité repose sur un jugement d'utilité. Je reconnais cette autorité parce qu'elle me protège, m'éduque, me guide. Mais il arrive aussi qu'elle prenne la forme d'une autorité transcendante, qui ne s'appuie ni sur l'intérêt personnel, ni sur la bienveillance du dirigeant, mais sur une hiérarchie symbolique considérée comme naturelle ou sacrée. Par exemple, Thomas Hobbes dans le Léviathan montre que les sujets peuvent obéir à un souverain injuste ou cruel par crainte du chaos. Dans cette perspective, la légitimité du pouvoir repose non sur la vertu de celui qui l'exerce, mais sur son rôle supérieur de garant de l'ordre. Dans le contexte scolaire, la question de l'autorité est particulièrement saillante. L'image traditionnelle du professeur tout sachant face à des élèves tenus d'écouter illustre bien la manière dont la frontière entre une autorité fondée sur l'utilité et une autorité de type transcendante peut parfois être floue. En effet, même si l'enseignant, en principe, présent pour guider les élèves vers le bien et la connaissance, il peut aussi être à l'origine de traumatismes. Qui n'a jamais été blessé par une remarque d'un enseignant qu'il ou elle n'avait d'autre choix que d'accepter ou de subir précisément parce que ce pouvoir d'humilier ou de corriger est socialement reconnu comme faisant partie intégrante de la fonction professorale. Dans la plupart des écoles françaises et ailleurs également, bien que certaines pratiques pédagogiques tendent aujourd'hui à remettre en question ce modèle, l'approche reste globalement descendante et la relation asymétrique entre enseignants et élèves est perçue comme allant de soi. Pour certains, cette autorité transcendante est perçue comme une nécessité. Certaines personnes peuvent argumenter, en partant du postulat qu'un enfant ne sait pas encore ce qui est bon ou mauvais pour lui, que l'adulte, parce qu'il possède plus d'expérience, est légitime de guider et de décider. Pour d'autres, la rigidité de cette forme d'autorité peut aussi être envisagée comme une contrainte structurante, permettant à l'enfant de se dépasser en se confrontant à une altérité extérieure. En somme, il ne serait pas possible de grandir, de s'accomplir sans rencontrer, puis dépasser une autorité qui nous précède et nous confronte. Ce qui est sûr, c'est que l'autorité à l'école, telle qu'elle est banalisée aujourd'hui, peut produire des effets délétères, dont le harcèlement scolaire n'est que l'un des symptômes. La symétrie de pouvoir entre enseignants et élèves est perçue comme normale, voire nécessaire, rend parfois invisibles les abus symboliques, les humiliations ordinaires ou la négation de la parole des enfants. En naturalisant la supériorité de l'adulte et en valorisant la soumission comme condition de l'apprentissage, l'institution scolaire risque de faire taire les subjectivités plutôt que de les élever. Il ne s'agit pas ici de rejeter toute forme d'autorité, mais d'en interroger les modalités, les fondements et les effets. On peut se poser la question suivante. À quelles conditions l'autorité éduque-t-elle ? Et à partir de quand commence-t-elle à opprimer ? Ici, je vais faire un lien entre autorité et harcèlement. C'est un lien profond, mais souvent mal compris. Il ne s'agit pas simplement de déterminer si l'autorité empêche ou favorise le harcèlement, mais de comprendre comment sa configuration structure les relations sociales entre élèves, et donc les possibilités de violence ou de protection. Car l'autorité ne se limite pas à la relation entre adultes et enfants. Elle imprègne les normes implicites de l'institution. Elle dicte ce qui peut être dit, vu, sanctionné ou ignoré. Dans un cadre scolaire traditionnel, lorsque l'autorité est verticale, distante ou rigide, elle tend à naturaliser les hiérarchies et à invisibiliser les micro-violences. Elle peut empêcher les victimes de parler, disqualifier leurs paroles ou même légitimer certaines humiliations comme faisant partie de l'apprentissage. A l'inverse, peut-on se demander si l'on reconfigure l'autorité,
Si on la pense autrement, peut-elle devenir un levier pour limiter les violences entre les individus? L'exemple de Summerhill invite à formuler cette hypothèse, tout en révélant les tensions. À Summerhill, l'autorité est bien différente. Elle ne s'impose pas, elle se construit. Elle repose sur le respect mutuel, la liberté de choix et la participation active des élèves à la vie de l'école. Le pouvoir n'est pas monopolisé par les adultes, il est partagé, discuté, négocié au sein de réunions collectives où chacun, enfant comme adulte, dispose d'une voix égale. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les expériences des anciens élèves que j'ai interviewés. Le premier élève est Boris. Avant son arrivée à Summerhill, Boris se décrit comme un élève très timide, marqué par des expériences de harcèlement dans des écoles précédentes. Il fréquentait des établissements très stricts où les relations avec les adultes étaient hiérarchisées et où le harcèlement passait souvent sous silence, car il était difficile à prouver et mal pris en charge. À Summerhill, tout change pour lui. L'environnement horizontal et démocratique où la parole des élèves a un poids réel transforme progressivement son comportement. Il raconte d'être passé à un élève réservé et très timide à quelqu'un capable de prendre la parole en réunion, d'assumer des positions, de s'exposer. Il raconte qu'à Summerhill, il a appris à inviter le harcèlement, non pas parce qu'il le désirait, mais parce qu'il comprenait qu'en jouant avec les moqueries, en les tournant en dérision, il pouvait socialement s'intégrer. Cette forme d'autodérision maîtrisée, bien qu'ambiguë, est pour lui une manière de reprendre le contrôle sur une violence qu'il avait autrefois subie passivement. Dans l'école démocratique de Summerhill, même les conflits deviennent gérables parce qu'ils sont visibles. En effet, il explique qu'à Summerhill, c'est une communauté tellement petite que le harcèlement est toujours repérable, donc on peut le traiter. Mais il ne romantise pas non plus pour autant l'autorité partagée. Il relate en effet un épisode marquant où ses propres amis, lors d'une réunion, votent sciemment une sanction plus lourde que prévue contre lui par pur jeu. Il se rend alors compte que le pouvoir démocratique peut aussi être manipulé, que la majorité peut se muer en outil de pression symbolique. Ce moment agit pour lui comme un révélateur des limites de la démocratie scolaire et surtout de la nécessité de former des élèves à la responsabilité de la parole et du vote. Le parcours de Boris illustre ainsi combien le type d'autorité exercée au sein d'une école influence profondément les dynamiques de harcèlement. Dans les établissements traditionnels qu'il fréquentait auparavant, l'autorité des adultes, fondée sur la verticalité et la distance, contribuait à invisibiliser les violences interélèves, faute d'espace de parole et de reconnaissance. Le harcèlement devenait alors une réalité tolérée, voire banalisée. À Summerhill, c'est précisément la redistribution de l'autorité, sa circulation entre élèves et adultes, son enracinement dans une culture de la discussion et du dialogue qui rend ces violences plus visibles et donc plus traitables. Mais cette horizontalité n'est pas sans ambiguïté. Elle ne supprime pas le pouvoir, elle le reconfigure. Le cas de Boris, sanctionné injustement par un vote collectif motivé par le jeu, montre que le harcèlement peut aussi se glisser dans les interstices de la démocratie scolaire. En d'autres termes, quand chacun détient un peu d'autorité, la violence ne disparaît pas, elle change de forme. Cela souligne une exigence fondamentale. Si l'on souhaite que les environnements scolaires démocratiques protègent réellement les élèves, il ne suffit pas de redistribuer le pouvoir, il faut éduquer à sa juste utilisation. Maintenant, on va parler de Marie. Marie a fréquenté Summerhill pendant 8 ans. Dans son récit, elle ne parle pas directement de harcèlement subi, mais elle évoque plutôt les dynamiques sociales et les tensions qui existent même dans un cadre démocratique. Elle reconnaît que, comme dans toutes les écoles, il y avait des bullies, des harceleurs, des élèves populaires et des tensions sociales, bien que celles-ci soient moins visibles et moins violentes que dans les écoles traditionnelles. Selon elle, les enseignants faisaient des efforts pour éviter l'exclusion, mais le harcèlement restait possible, souvent de manière subtile. Elle insiste sur le fait que Summerhill offrait des mécanismes institutionnels de protection, un système de ombudsman qui permettait aux élèves de faire appel à un médiateur ou médiatrice impartial avant de porter une situation en réunion. Il existait également une liste de harceleurs. C'était donc une sanction votée collectivement, très contraignante socialement, parce que du coup ça privait les enfants d'activités et ça les forçait à se mettre à l'écart dans les files d'attente, etc. Le fait que cette sanction soit votée est visible et révélateur. Le traitement du harcèlement est donc intégré à la culture de l'autorité partagée. Mais ce qui est le plus marquant dans le témoignage de Marie, c'est sa relation intérieure à l'autorité. Elle explique que dans les écoles classiques, elle avait développé un besoin compulsif de plaire aux figures d'autorité. Une forme de soumission intériorisée, très souvent genrée. Marie est une femme. À Summerhill, cette dynamique s'est transformée. Le fait de vivre dans un cadre égalitaire où les enseignants étaient accessibles et plutôt soutenants lui a permis de diminuer ce besoin de validation extérieure. Elle déclare également que l'autorité n'est plus une force qui juge à Summerhill, mais plutôt une présence qui accompagne. Le cas de Marie montre une forme intériorisée de harcèlement symbolique. Ce n'est pas l'autorité elle-même qui humilie, mais le regard intériorisé de l'autorité.
celui qui pousse à plaire, à se conformer, à se taire. Summerhill, par sa structure démocratique et égalitaire, permet de désamorcer cette logique et de la remplacer par une autorité fondée plutôt sur la confiance, la reconnaissance mutuelle et le droit à l'erreur. Ce cas est plutôt complémentaire en fait avec celui de Boris. Là où lui illustre une reconstruction du rapport aux autres par la prise de parole collective, Marie révèle un travail plus intime sur la subjectivité, où l'autorité cesse d'être une instance de jugement pour devenir un levier d'émancipation. Quant à Mike, il a rejoint Summerhill dans les années 1960. Après avoir fréquenté d'autres écoles où il se sentait plutôt inadéquat, notamment en raison de sa dyslexie, il raconte que dans les établissements traditionnels, il n'y avait aucune prise en compte de ses besoins spécifiques. La norme académique y était rigide, et les enseignants ne proposaient aucun accompagnement individualisé. C'est seulement à Summerhill qu'il rencontre un enseignant qui lui dit « Je vois que ton écriture ne fonctionne pas vraiment pour toi. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à écrire autrement ?» Ce moment, apparemment simple, marque un tournant fondamental pour lui. Il découvre un adulte qui prend soin sans imposer, qui propose au lieu d'ordonner, et qui le reconnaît dans sa singularité au lieu de le mesurer à une norme unique. Cette relation éducative, fondée sur la disponibilité et l'écoute, contraste fortement avec ce qu'il avait connu auparavant. À Summerhill, il dit ne pas avoir ressenti une autorité verticale, mais plutôt des figures adultes jouant un rôle parental et bienveillant. Ce n'est pas une autorité sans règles, mais une autorité incarnée dans une présence humaine et relationnelle. Il insiste, les enseignants prennent un intérêt réel à ton développement, comme un parent le ferait. Ce rapport horizontal respectueux et attentionné lui a permis non seulement de progresser académiquement, mais aussi de retrouver confiance en lui. Dave entre à Summerhill lorsqu'il est encore enfant. Dès les premières années, il affirme ressentir une liberté sans précédent, en rupture totale avec ce qu'il a pu imaginer de l'école. Ce qui le marque immédiatement, ce n'est pas l'absence d'obligations scolaires, mais la disponibilité des adultes et surtout la possibilité d'être pris au sérieux dans ses propres projets personnels, peu importe son âge. Très tôt, il développe une passion pour le cinéma. À Summerhill, cette passion est encouragée, non pas comme une activité extrascolaire, mais comme un vrai fil conducteur de son apprentissage. Il passe ses journées à écrire des scénarios, construire des décors, tourner des courts-métrages, parfois avec l'aide de ses enseignants. Il affirme « Ce que je retiens de Summerhill, ce n'est pas un programme scolaire, mais la liberté de construire un projet personnel accompagné par des adultes disponibles. » Ce rapport à l'autorité est fondamentalement transformé. À aucun moment, Dave ne dit avoir ressenti une autorité infantilisante ou punitive. Au contraire, les adultes, parce qu'ils ne lui imposent rien, deviennent pour lui des partenaires de création, des soutiens, des mentors. Il n'est pas question d'absence de cadre, mais d'un cadre plus souple, adaptatif, profondément respectueux de la subjectivité de l'enfant et de son agentivité. Cette autorité horizontale, incarnée dans des relations de confiance, lui permet de s'engager pleinement dans ses passions, sans peur d'être jugé ou ralenti par des normes scolaires classiques. Dave ne parle pas de harcèlement scolaire dans son témoignage, ni comme victime ni comme témoin. Il évoque cependant une ambiance globale de tolérance rendue possible par la culture de cohabitation propre à l'école. À Summerhill, selon lui, on apprend à tolérer ce qu'on n'aime pas, à vivre ensemble dans la différence, parce qu'on n'a pas le choix. L'espace est petit, les relations sont constantes et chacun finit par connaître les autres au-delà des premières impressions. Le conflit n'est pas nié, mais régulé par des instances de discussion et de dialogue, surtout par l'habitude de la confrontation collective à travers ces réunions démocratiques. Une autre forme d'autorité apparaît dans son récit, l'autorité de soi sur soi. Le fait de pouvoir choisir d'aller en cours ou non, de s'investir dans un projet personnel ou de jouer toute la journée amène une forme d'autodiscipline. Dave explique que lorsqu'il est arrivé à l'université, il avait déjà une longueur d'avance, non pas en termes académiques, mais parce qu'il savait organiser son temps, poursuivre une passion, travailler en autonomie. À ses yeux, c'est cela, la vraie finalité éducative, former des individus capables de s'autodiriger. Enfin, Dave refuse l'idée que la liberté éducative mène à l'anarchie ou au laxisme. Il insiste au contraire sur le fait qu'à Summerhill, la liberté s'accompagne toujours de responsabilités. Celle de choisir, de gérer les conflits, de participer aux réunions, de prendre part aux règles. L'autorité y est vécue non comme un ordre imposé, mais comme un contrat collectif en évolution constante, dans lequel chacun a un rôle à jouer. Dave incarne plutôt un rapport à l'autorité qui n'est ni conflictuel ni passif, mais plutôt créatif et coopératif. Ce qu'il expérimente à Summerhill, c'est une autorité qui s'efface au profit de l'accompagnement, qui structure sans contrainte et qui libère l'élan intérieur au lieu de le canaliser. Si son témoignage ne porte pas sur le harcèlement en tant que tel, il permet de comprendre comment un cadre éducatif horizontal peut prévenir certaines formes de violence en construisant des rapports sociaux fondés sur le respect mutuel, la cohabitation et la responsabilité.
Maintenant, pour conclure, ce deuxième épisode nous a permis d'examiner la manière dont l'autorité peut être exercée autrement, non pas à partir d'un modèle idéal, mais à travers l'expérience concrète d'un lieu singulier, Summerhill. Il faut aussi reconnaître les limites de cette recherche. Elle repose sur les récits de 4 anciens élèves volontaires, tous globalement satisfaits de leur expérience. Leurs trajectoires sont singulières et ne permettent ni de généraliser, ni de conclure à une efficacité du modèle. D'autres voix critiques ou silencieuses manquent ici. En outre, le caractère rétrospectif des entretiens implique une reconstruction subjective, parfois idéalisée, de leur vécu scolaire. En somme, cette exploration n'a pas vocation à idéaliser ou à vendre Summerhill, mais à interroger les configurations ordinaires de l'autorité scolaire et les effets qu'elle produit sur les individus. L'analyse des récits recueillis met en lumière un constat central. La structure de l'autorité influe profondément sur le bien-être social, relationnel et psychologique des élèves. Cette enquête invite ainsi à une réflexion critique sur les modalités concrètes par lesquelles l'autorité est instituée dans des écoles et sur la manière dont ces modalités façonnent, parfois durablement, les subjectivités, les rapports de pouvoir et les formes de violence ou de reconnaissance. Le troisième épisode de cette série prolongera cette réflexion en adoptant une perspective plutôt intersectionnelle. Je vais en outre poser la question, Summerhill est-elle une école réservée aux privilégiés ou peut-elle être pensée comme un véritable modèle de justice sociale ? Nous explorerons les dimensions sociales, économiques et culturelles de l'accès à une telle forme d'éducation, ainsi que les limites politiques d'un modèle fondé sur l'autonomie dans un monde structuré par les inégalités.